faut rappeler que Chirac, pendant un temps, au début de sa carrière politique, c'était facho Chirac. J'ose espérer que de dérapage il s'agit. Les Guignols ont réussi à réinstaller une figure sympathique de Jacques Chirac, qui était le candidat de la fracture sociale, donc des préoccupations des Français. Jacques Chirac est élu face à Lionel Jospin. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça restera un cas d'école, cette dissolution, comme un cas d'école d'une erreur politique majeure. Sa vraie doctrine, c'est on gagne, et après on voit. Et après on voit. Et après on voit. Et après on voit. Bonjour, bienvenue dans Mémoire d'un monde, le podcast qui croise l'histoire politique française de ces 30 dernières années avec celle du quotidien français de référence, le journal Le Monde. Et pour transmettre cette mémoire, je suis avec Jean-Marie Colombani, ancien directeur du journal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Jean-Marie, dans cet épisode, nous allons retrouver un homme que vous connaissez bien et dont vous nous avez déjà parlé dans la saison précédente de Mémoire d'un monde. Cet homme, c'est Jacques Chirac. Vous l'avez connu maire de Paris, Premier ministre, mais cette fois-ci, c'est du candidat à la présidence de la République dont nous allons parler. Et sa candidature à Jacques Chirac, c'est à vous qu'il l'adresse en premier. Oui, c'est un Jacques Chirac qui était jusqu'à présent au fond du trou, qui était considéré comme perdu par à la fois ses partisans et ses adversaires, et qui m'appelle un matin pour me demander si j'accepterais de publier un article de lui. Et je lui dis, mais bien sûr, et il me dit, oui, mais j'ai des conditions. Alors les deux conditions étaient les suivantes. Il fallait ne pas toucher au titre, et le titre qu'il avait choisi et qui restera, c'est « La France pour tous ». Et il fallait en même temps lui garantir la une du journal. Ce que j'ai fait naturellement, parce que je pensais bien que ça allait être événementiel. Je veux dire, ça n'était pas anodin, ce genre de démarche. Et donc, on a discuté un certain temps sur à la fois ce qu'il voulait dire, et c'était au mois de décembre. Donc, vraiment en anticipation des mois suivants qui allaient être totalement consacrés à la campagne pour l'élection présidentielle. Ok, on a fonctionné comme ça. Nous avons publié La France pour tous. Nous l'avons publié en une du journal, sans changer le titre. Et ça a été pour tout le monde, d'ailleurs, une première déclaration montrant que Jacques Chirac allait être candidat à l'élection présidentielle, une fois de plus, malgré les circonstances, c'est-à-dire malgré le fait qu'il se trouvait dans une situation où personne ne pouvait penser qu'il allait devenir président de la République. Ça, c'était décembre 94. Dans les semaines qui suivent, quel thème est-ce qu'il défend au cours de sa campagne ? C'est très simple. De La France pour tous, c'est évidemment un message qui s'adresse très précisément, montrant qu'il ne se préoccupait pas de son propre camp, de la droite, mais qu'il se préoccupait de tout le monde. Et surtout, le thème, c'était de fait la fracture sociale. Et il va commencer à faire campagne sur la fracture sociale. C'est vrai que la fracture sociale qui s'élargit aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, et qui se traduit par un chômage, par de l'exclusion de plus en plus important, c'est de nature à inquiéter et ça peut être de nature à exaspérer. En tous les cas, c'est de nature à affaiblir notre pays et ce n'est pas socialement acceptable. La priorité pour la réduction de la fracture sociale est donc indiscutable. Et c'est ce qui va le porter d'ailleurs à l'Élysée dans une compétition à droite. Comme d'habitude, il y a toujours deux candidats à droite en France. Enfin, il y avait toujours. Ce sera face à Édouard Balladur, c'est-à-dire face à quelqu'un qui a été son collaborateur, qui a été au fond sa tête pensante aussi. Donc c'était une situation particulièrement difficile. Il laisse au fond Édouard Balladur, qui est à ce moment-là soutenu par l'UDF, il le laisse occuper le front droite de fait. Et lui se place dans la position où les gaullistes aiment se placer. Quand on se réclame du gaullisme, on dit « je veux rassembler », en oubliant que pour le général de Gaulle, être rassembleur, c'était rassembler les siens. Et puis ceux qui sont dans l'opposition sont évidemment rejetés. Et donc on était dans ce paysage-là. Balladur, qui était le Premier ministre de Mitterrand à l'époque, après la victoire de 93. Alors après la victoire de 93, se pose la question de savoir si, comme lors de la première cohabitation, c'est Jacques Chirac qui reviendra à Matignon. Et Jacques Chirac avait tiré de cette expérience de première cohabitation l'idée qu'il fallait plus être Premier ministre. Parce que ce Premier ministre, évidemment, prenait tous les coups, devenait très vite impopulaire, et puis, comme cela avait été vérifié en 1988, perdait l'élection présidentielle. Donc, pour ne pas perdre cette fois, Jacques Chirac avait décidé de laisser la place à Matignon à son fidèle Édouard Balladur.
Et donc, ils étaient censés cheminer l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. C'est-à-dire que dans la tête de Jacques Chirac, Édouard Balladur tenait le manche du gouvernement, menait une politique qu'ils avaient définie ensemble, mais en même temps préparait le terrain de l'élection de Jacques Chirac. Et ce qui s'est passé, c'est évidemment pas du tout cela. On parle de la malédiction de Matignon. Quand on est Premier ministre, on ne devient jamais président. Mais quand on est Premier ministre, on rêve toujours d'être président. Donc Édouard Balladur a succombé à cette tentation-là, si j'ose dire, et a forgé au fil de ces 2 ans de cohabitation une critique de plus en plus forte de Jacques Chirac. Il a considéré qu'il l'avait aidé suffisamment, que Jacques Chirac n'y était pas arrivé en 1988, et que donc aujourd'hui il fallait rebattre les cartes autrement, et Édouard Balladur se pensait le mieux placé pour cela. Et donc Jacques Chirac, en écrivant La France pour tous, au fond, c'est déjà une critique de ce qu'avait pu faire le gouvernement Balladur pendant 2 ans de Qu'est-ce qu'il disait justement un peu plus dans le détail dans ce texte? Dans le détail, dans le non, Monde. c'était vraiment le centre de gravité de l'article qui était important, c'est-à-dire la fracture sociale. Et c'est ce que les Français vont retenir. Ils vont retenir qu'il y a quelqu'un qui va se préoccuper du pouvoir d'achat, du sort de la classe moyenne, du sort de ceux qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, ainsi de suite. Avec une vision qui était une vision déjà un petit peu de repli non pas protectionniste au sens propre du terme, mais quand même. Et donc c'est cela qui attirait quelqu'un comme Philippe Séguin, qui incarnait, disons, la droite sociale, qui incarnait le gaullisme de gauche, c'était le vocabulaire de l'époque, et qui va rejoindre Jacques Chirac. Est-ce que ces thèmes font mouche auprès des Français? Jacques Chirac a démarré en position très défavorable, vous l'avez dit. Est-ce que la tendance s'inverse? Au départ, moi, ce dont je me souviens bien, ce sont, comme toujours les journalistes politiques, déjeunent avec leurs interlocuteurs. Donc on déjeunait avec Édouard Balladur comme on déjeunait avec d'autres. Et donc, au cours de ces déjeuners, Édouard Balladur avait, au fond, radicalisé sa pensée sur Jacques Chirac et nous expliquait « Jacques Chirac, c'est fini ». Vous voyez bien, Jacques Chirac, c'est fini. Et donc, l'intrusion de Jacques Chirac dans cette campagne va se faire progressivement et il va y avoir une sorte de télescopage entre, d'une part, Jacques Chirac qui avançait petit à petit et Édouard Balladur qui, lui, dans sa campagne, peinait à convaincre. D'abord parce que, quand il déclare sa candidature, il le fait de l'hôtel Matignon, derrière son bureau de Premier ministre, c'est un peu solennel, c'est un peu distancé. Ça renforce au fond l'image que les gens avaient finalement d'Édouard Balladur, de quelqu'un de distant, d'aristocratique ou de monarchique. Enfin, je veux dire, c'est le fameux dessin de Plantu à la une du Monde sur la chaise à porteur, qui décrivait toujours Édouard Balladur comme transporté par une chaise à porteur, c'est-à-dire référence directe à l'Ancien Régime. Et Jacques Chirac, lui, c'est l'homme du peuple, c'est l'homme qui est proche des gens, qui comprend ce que veulent les Français, qui est, comme le disent les sondeurs, il y a toujours dans les sondages politiques, il y a toujours une phrase disant « Est-ce que vous le sentez proche de vos préoccupations ?» Donc Jacques Chirac, c'était celui qui était proche de nos préoccupations, alors qu'Édouard Balladur, c'était l'homme qui peinait dans les rassemblements de campagne à serrer des mains parce qu'il mettait plutôt des gants que d'aller à la rencontre des uns et des autres. Il ne montait pas sur les tables pour haranguer la foule, ainsi de suite. Vous parlez de Plantu comme caricaturiste qui publiait dans Le Monde. En autre satire très célèbre de l'époque, il y a les Guignols de l'info. Je vous propose d'en écouter un extrait maintenant. Voilà, sans transition, le grand débat que vous attendez tous, Édouard Balladur face à Jacques Chirac. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mangez des pommes. Vous mangez peut-être des pommes, mais ce n'est pas une raison pour avoir la France jusqu'au trognon. Monsieur Chirac. Il faut raison garder. J'ose espérer que de dérapage il s'agit et que le calme, ce débat retrouvera. Certains sont des hommes du passé dont je perturbe les plans de carrière. Monsieur Chirac. D'un dérapage nouveau, sans doute, il s'agit. Et calme, rester je dois. Si dérapage moi-même, évitez-le. Mangez pas. Jean-Marie, ce personnage de Jacques Chirac dans Les Guignols de l'info, affable, qui rigole, est-ce que vous pensez que ça a rendu le vrai Jacques Chirac sympathique aux yeux des Français? Le vrai, je ne sais pas. En tout cas, le candidat, oui. C'est-à-dire que la place prise par les Guignols, très progressivement, est devenue en effet un des éléments du débat politique.
parce que la caricature qu'il faisait, évidemment, on l'a entendu là d'Édouard Balladur, on voit bien la différence de traitement d'ailleurs de l'un à l'autre. Il y en a un avec lequel on est tout de suite en sympathie pratiquement, et l'autre qui est vraiment la mouche du coche et qui ne peut pas être populaire. Mais les Guignols se sont progressivement installés comme un élément du débat, et comme quelque chose qui, alors, ça n'est pas toute la France qui regardait les Guignols, mais néanmoins, je pense qu'à travers aussi l'influence que les Guignols ont pu avoir sur les journalistes et sur les médias, ça a joué incontestablement dans le personnage nouveau qu'était Jacques Chirac. Il faut rappeler que Chirac, pendant un temps, au début de sa carrière politique, on pouvait aujourd'hui dire, mais regardez, Sarkozy est surexcité, il est vraiment très droitier, Mais Jacques Chirac, c'était facho Chirac. C'était les mouvements de menton, c'était les déclarations sur les odeurs dans les banlieues, c'était... Voilà, et donc on partait de facho Chirac, qui en plus était combattu à l'intérieur de son propre camp. Et donc progressivement, les Guignols ont réussi à réinstaller une figure sympathique de Jacques Chirac, mais je pense que les Guignols étaient aussi hostiles à Balladur, et que c'était la droite, au fond, qui était détestée par un certain nombre de caricaturistes. Et donc tout cela a été merveilleusement utilisé par Jacques Chirac, qui, dans toutes ses apparitions, finissait par se superposer au nouveau Chirac, qui était le candidat de la fracture sociale, donc des préoccupations des Français. Alors on ne saura pas dans quelle mesure exactement les Guignols de l'info y ont contribué, mais Jacques Chirac est élu au second tour avec presque 53% des voix face à Lionel Jospin. Et sa première décision étonne en France, et même au-delà. Sa première décision, c'est la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique, dans l'atoll de Mururoa, en Polynésie française. Oui, c'est pour marquer une rupture avec son prédécesseur et avec une doctrine qui tendait à, au fond, dénucléariser, parce qu'on était aussi dans une phase où les essais nucléaires étaient devenus très impopulaires, et en même temps qu'il y avait un traité de non-prolifération, et donc la décision de Jacques Chirac consistait à marquer qu'on revenait au fond au classicisme du gaullisme, et ça a provoqué une vague de protestation planétaire. Moi, je me souviens surtout d'un pays que je connaissais mieux que d'autres, c'est-à-dire l'Australie. L'Australie était vent debout contre cette décision, parce que le Pacifique, c'est grand, mais néanmoins, ça pouvait être perçu comme une menace à terme par les pays limitrophes. Nouvelle-Zélande, c'était la même chose. Nouvelle-Zélande était aussi vent debout. Et d'ailleurs, il y aura d'autres épisodes qui nous ramèneront à la Nouvelle-Zélande, notamment l'affaire Greenpeace. Et donc ça, c'est une décision qui a vraiment marqué et qui, au fond, a tourné court après, parce que c'était devenu inutile, les essais. Progressivement, les essais se faisaient de façon virtuelle, pratiquement. Mais néanmoins, pour Jacques Chirac, ça avait été une façon de marquer d'entrée de jeu son appartenance à une certaine vision de la façon dont la France devait se comporter, c'est-à-dire en tenant peu de cas, en faisant peu de cas du point de vue des autres. Il a eu une autre décision aussi, plus franco-française, mais qui a braqué l'opinion, c'est de nommer Alain Juppé. Chirac, l'homme de la fracture sociale, qui finit par nommer Alain Juppé et qui veut mettre en place une politique de rigueur. Bilan, grosse grève en France, décembre 95, on s'en souvient, la France est dans la rue, la contestation gronde. Oui, parce que les Français ont considéré ça comme une trahison. Ça, c'était typique de Jacques Chirac. Sa vraie doctrine, c'est on gagne et après on voit. Donc on gagne, en effet, on a gagné parce qu'on a mis le bon slogan, on a eu le bon axe de campagne, et puis ses adversaires n'ont pas été à la hauteur. Et puis après, on voit, c'est-à-dire on s'adapte aux circonstances. Et les circonstances faisaient que les comptes de la France, malgré 2 ans de cohabitation et 2 ans de gestion par Édouard Balladur, n'étaient pas au beau fixe, et qu'il fallait prendre un certain nombre de décisions, notamment sur la question des retraites déjà. Et donc Alain Juppé s'y colle, Alain Juppé avec un logiciel, comme on dit aujourd'hui, très peu différent de celui d'Édouard Balladur. D'ailleurs, c'était le même, c'était celui de la droite classique. Et donc, c'est cela que Alain Juppé va appliquer. Et les Français vont tout de suite comprendre qu'on n'est plus du tout dans la fracture sociale. Et donc, il y aura d'ailleurs à la rentrée de septembre une émission de télévision où Jacques Chirac avouera cela et dira l'heure n'est pas à, elle est plutôt à ce que les Français vont ressentir comme une politique d'austérité. Et c'est ça qui va mettre, notamment avec aussi l'épisode de remise en cause des régimes spéciaux de retraite pour un certain nombre de services publics. Et donc, c'est cela qui va amener
le pays à être quasiment bloqué pendant presque 3 semaines. Mais pour revenir un petit peu en arrière, à l'élection même de Jacques Chirac face à Lionel Jospin, on peut se dire, bon, Jospin, au fond, rassemblait toute la gauche, et Jacques Chirac, toute la droite, etc. Mais il faut compter aussi avec le jeu assez subtil et assez efficace de François Mitterrand. François Mitterrand a plutôt, dans le partage entre Édouard Balladur, qu'il avait pratiqué comme Premier ministre, et Jacques Chirac, de fait avait pris fait et cause pour Jacques Chirac, et a donné des signes d'encouragement à Jacques Chirac. Enfin, c'était vraiment la politique à la fois un peu théâtrale, mais assez subtile et plaisante à observer, parce que, par exemple, le président de la République, François Mitterrand, se déplace à l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville de Paris, le maire, c'est Jacques Chirac. Et donc, ils restent ensemble longtemps, très longtemps, de façon pour François Mitterrand de montrer que, au fond, il adoubait Jacques Chirac contre Édouard Balladur. Ça a compté aussi dans la nouvelle physionomie politique de Jacques Chirac, le fait qu'il soit considéré non plus comme un homme de droite, mais un homme en fait qui pouvait rassembler, et c'est ça qui va être démenti assez violemment dès la rentrée par une politique qui revient à une politique classique, encore une fois vue par les Français comme une politique d'austérité. Donc il faut avoir tous ces éléments en tête, pas seulement donc les Guignols, mais aussi le rôle de François Mitterrand, pour comprendre que Jacques Chirac avait réussi à se donner de lui une autre image, et que cette image se confronte très brutalement au sentiment que les Français se sentent trahis après l'avoir élu. En 1997, Jacques Chirac prend une décision sous l'influence de Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Jean-Marie, pourquoi un tel choix alors que Jacques Chirac avait une majorité écrasante issue de 93 à l'Assemblée nationale ? Ça restera un cas d'école, cette dissolution, comme un cas d'école d'une erreur politique majeure. Et sous l'influence de Dominique de Villepin, c'est la décision que va prendre Jacques Chirac. Dominique de Villepin, moi je l'avais évidemment rencontré pendant cette période-là, et je me souviens très bien de son argumentaire. Et son argumentaire consistait à dire « on ne peut pas perdre, donc on fait cette dissolution parce que la défaite est impossible. » Et la défaite est impossible parce que le poids du président, parce qu'il vient d'être élu il y a très peu de temps, parce que la gauche est minoritaire. Il y avait tout un catalogue de mesures, de considérations qui consistait à montrer que c'était vraiment le trait de génie de Jacques Chirac, conseillé par Dominique de Villepin, que de procéder à cette dissolution. C'était pour avoir au fond les mains libres et d'anticiper d'une année la fin de la législature pour s'assurer d'une fin de mandat qui puisse être sous son contrôle et donc continuer d'avancer comme il le souhaitait. Sauf que les Français ne vont pas juger de cette façon-là, et sauf que la gauche va se présenter sous un jour neuf, qui est la gauche plurielle, avec un leader, Lionel Jospin, qui finalement, étant sous-estimé et par la gauche et par Jacques Chirac, va l'emporter, contrairement aux attentes des uns et des autres. Mais comment il l'emporte, justement ? Sur quel argument ? D'abord, le visage que présente la gauche, c'est-à-dire une gauche unie, derrière un programme, avec un programme qui va à la rencontre des préoccupations des Français. Au chapitre 1 de ce programme, il y a les 35 heures, avec vraiment le retour à, au fond, presque les débuts du mitterrandisme, où on affiche tout de suite une conquête sociale pour à la fois marquer son ancrage à gauche et puis conquérir l'opinion. Le visage que la gauche présentait sous la houlette de Lionel Jospin était à la fois cohérente, allant encore une fois au-devant du ressenti d'un certain nombre de Français qui considéraient qu'en effet, il fallait continuer d'avancer sur la route du progrès social. Et Lionel Jospin avait conçu une équipe que l'on appellera d'ailleurs la Dream Team, pour bien montrer qu'elle était à la fois brillante et compétente. Donc il y avait deux personnalités très importantes dans ce dispositif. En dehors de Lionel Jospin, il y avait Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Et depuis cette époque, Jean-Marie, jamais les socialistes et les Verts, sans même parler des communistes, n'ont réussi à reproduire une telle entente. Comment ça s'est produit à l'époque pour que ça marche ?
pour que ça marche, il y a eu un gouvernement qui gouvernait à la fois raisonnablement et efficacement, parce que le gouvernement de Lionel Jospin était un gouvernement qui a avancé sur les sujets qu'il avait mis en avant pendant sa campagne, les 35 heures, qui est la partie la plus symbolique de cette action, et ont en même temps, sur le plan économique, marqué des points, parce que pour la première fois depuis que le chômage de masse s'était installé en France, le chômage recule. Donc il mène une politique qui est une politique qui va au-devant du principal problème de la France et de l'économie française, qui est le chômage de masse. Alors c'est vrai qu'il y avait une coalition incluant les communistes et les écologistes, et que c'était au fond le schéma rêvé pour la gauche, sauf que les choses vont petit à petit se défaire. Pourquoi ? Parce que de toute façon, dans la marche d'un gouvernement vient toujours le moment de l'impopularité. Il y a un taux d'usure qui est naturel et qui a aussi atteint la gauche. Et ensuite, chacun, en plus, reprend ses billes. Le PS retombe progressivement dans ses travers, c'est-à-dire la multiplication des courants, la multiplication des écuries présidentielles. Quiconque a une petite notoriété considère qu'il peut être prochain président de la République. Et puis la pression constante des écologistes qui vont à la fois grandir et influencer le programme socialiste, qui vont l'influencer trop d'ailleurs. Notamment vis-à-vis du nucléaire, les choses vont être ensuite démenties par les besoins du pays. Il y a toute une série de raisons qui font que progressivement les uns et les autres s'écartent de cela. Donc après, c'est compliqué parce que la responsabilité des individus aussi entre en jeu, est écrasante. François Hollande reconstitue un peu cette alliance. Il la reconstitue, mais il sera rattrapé par l'état du Parti socialiste et le fait qu'au sein du Parti socialiste, même s'il a gagné sa désignation par des primaires, au sein du Parti socialiste, il n'est toujours pas considéré comme vraiment le meilleur ou légitime, et que des leaders socialistes vont continuer à rêver d'autre chose et vont littéralement saboter son mandat et son quinquennat. C'est le rôle des frondeurs. Et progressivement, il y a un glissement de la gauche qui, avec François Mitterrand, était sorti de la dépendance intellectuelle programmatique qui était celle de la gauche traditionnelle par rapport aux communistes et par rapport au marxisme, ainsi de suite, ou par rapport au programme inspiré par le Parti communiste, notamment tout le volet nationalisation, par exemple. Et donc, on va progressivement sortir de ce cadre et, malheureusement pour les socialistes, y retourner. C'est-à-dire, progressivement, on voit se réinstaller une sorte de dépendance intellectuelle qui fait que, parce que l'action gouvernementale comporte une part d'impopularité inévitable, le procès qui vous est fait, c'est vous n'êtes pas la gauche, vous trahissez la gauche. Le chômage recule peut-être, mais vous trahissez la gauche. Cette notion-là va replacer un certain nombre de socialistes, au fur et à mesure que les générations d'ailleurs se renouvellent, sous l'influence intellectuelle et politique, non plus cette fois du Parti communiste, qui tente à disparaître, mais de l'extrême gauche. Et c'est la situation qu'on a aujourd'hui, une extrême gauche qui est dominante, ou qui était dominante, et qui efface progressivement une gauche dite de gouvernement, que un certain nombre de forces à l'intérieur de la gauche ont fini par délégitimer en disant « mais non, la gauche de gouvernement, c'est pas la gauche ». La vraie gauche, c'est la gauche extrême, c'est la gauche trotskiste, ainsi de suite. Et donc, c'est ce processus-là qui va amener à la situation où le Parti socialiste a pratiquement disparu. Et Jacques Chirac, il en pense quoi, tout ça, de cette gouvernance-là ? Et au-delà, sur le plan humain, comment est-ce que se passe cette cohabitation entre Chirac et Jospin ? A priori, on peut se dire ça va mal se passer parce que Chirac est une personnalité forte, Lionel Jospin aussi. Lionel Jospin, lui, est beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus cadré sur le plan de ses idées que Jacques Chirac, qui est très, au fond, très pragmatique et opportuniste aussi. Mais en même temps, c'est ce qui lui a réussi. Mais les deux hommes vont s'entendre très correctement parce qu'ils vont avoir à cœur de faire fonctionner la cohabitation. Jacques Chirac sait que c'est de son intérêt, mais il sait aussi que le gouvernement va s'user, va donc prendre sa part d'impopularité, et qu'à la sortie, il sera mieux placé. C'est l'exemple de François Mitterrand, qui avait été sorti vainqueur de la première cohabitation. Et donc Jacques Chirac s'inspire, d'ailleurs, moi quand je le voyais, Jacques Chirac d'ailleurs, à chaque fois, il m'interrogeait sur François Mitterrand. Et il me disait, bon, alors vous qui le connaissez, qui l'avez suivi, etc., comment faisait-il ? Que disait-il dans telle circonstance ?
Qu'est-ce qui fait qu'il pouvait réussir, voilà, quelle était sa manière de faire. Et il concluait toujours ces questions sur François Mitterrand par une expression qui était bien chiracienne et qui disait « Ah, quand même, sacré bestiaux, hein, sacré bestiaux », parlant de François Mitterrand. Et là, une fois qu'il est aux commandes lui-même, il va essayer de s'inspirer en effet de François Mitterrand, c'est-à-dire une vision très non contestable de la façon dont il assume le champ présidentiel, c'est-à-dire le champ présidentiel, c'est principalement politique étrangère et politique de défense, et en même temps dont il combat au jour le jour, dont il peut combattre le gouvernement par des petites phrases, par des critiques, et au lieu d'apaiser, plutôt, au fond, montrer bien que le gouvernement se trompe. Donc c'est tout un jeu dans lequel Jacques Chirac aussi va entrer et qui va culminer au mois de juillet 2001, où là, il y a la traditionnelle interview télévisée, il y a une prestation du président le 14 juillet, où face à des journalistes, il fait le point sur la situation. Et là, Jacques Chirac se livre à une attaque en règle contre Lionel Jospin. Mais vraiment, très virulente. Et donc, c'est un événement politique majeur. Et Lionel Jospin ne bronche pas, ne bouge pas. Et moi, je me souviens d'en avoir parlé avec Giscard, qui m'avait dit « Mais votre Lionel Jospin n'y arrivera pas, il est trop faible. » Et il aurait dû casser, il aurait dû poser des actes de rupture avec Jacques Chirac, parce que le comportement de Jacques Chirac avec le Premier ministre était inadmissible, me disait Valéry Giscard d'Estaing. Et Giscard avait raison. C'est-à-dire que les Français ont retenu de ce moment-là qu'au fond, Lionel Jospin s'agenouillait devant le président de la République. C'était le président de la République. Il s'était fait tancer par le président de la République. Et bien, il baissait la tête et les choses reprenaient leur cours. Et Giscard avait raison de considérer que c'est un moment où, si Jospin s'était manifesté autrement, s'il avait vraiment cassé, il aurait fait jeu égal avec Jacques Chirac et il serait entré dans la bataille tout de suite, dans la bataille présidentielle, que Lionel Jospin perdra, et de quelle façon, puisqu'on va marcher après tranquillement vers le fameux 21 avril, c'est-à-dire l'absence de Lionel Jospin au second tour de la présidentielle, en lieu et place Jean-Marie Le Pen. Ça, ce sont les attaques publiques. Et il y a aussi des attaques en coulisses. Dominique de Villepin, on l'a vu précédemment, a des méthodes contestables. On l'a vu dans l'épisode précédent avec Hervé Gattegno. Lui aussi, il en veut à la Dream Team. Il veut la déstabiliser pour ne pas qu'elle prenne trop de force, trop de place. Et parmi les trois, il choisit de s'en prendre à DSK, à Dominique Strauss-Kahn, qui est alors au gouvernement. Oui, Dominique Strauss-Kahn, c'est une pièce importante du gouvernement Jospin. C'est le ministre de l'économie et des finances. C'est un ministre particulièrement brillant. Et puis sa gestion réussit, puisque, encore une fois, c'est un gouvernement qui verra un premier recul fort du chômage en France. Un premier missile est lancé à propos des finances de la MNEF, la mutuelle étudiante, qui est liée au Parti socialiste. Et donc, Dominique Strauss-Kahn est accusé de diverses manipulations, bref, d'avoir enfreint la loi sur ce sujet. Donc, il est question, évidemment, de financement de partis, de financement d'activités politiques, etc. Et donc, c'est mon premier incident, en fait, avec Edoui Plenel, donc, qui est directeur de la rédaction du Monde, parce que il vient, comme toujours, on discute de tout, on en discute longuement chaque jour, et un jour donné, il vient me dire qu'il y a une affaire Strauss-Kahn qui est liée au financement de la MNEF, et que c'est gravissime parce que ça met en cause la probité de Dominique Strauss-Kahn, etc. Et il me dit qu'on est prêt, nous, à publier toute cette affaire. Et donc, en discutant comme d'habitude avec lui, je lui demande mais quelles sont nos sources, ainsi de suite. Et notre source en l'espèce, c'était Dominique de Villepin. Donc, à partir du moment où c'est Dominique de Villepin, je dis à Edoui, du coup, comme ça vient un peu tout ficeler de l'Élysée, Dominique de Villepin, secrétaire général, il faut qu'on prenne des précautions supplémentaires. On peut pas publier en l'état. Donc, Edoui proteste parce qu'il dit on sera pas les premiers, puisque notre obsession sur l'information, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'était toujours le premier. Celui qui est le premier et le plus complet sur une information, ce jour-là, est le meilleur. Donc, ça n'est pas contestable. Et donc, on ne publie pas. Et il me dit, mais attention, ça va sortir ailleurs. Et ça sort en effet ailleurs, dans l'Express, sous la plume de Jean-Marie Ponto. C'est une affaire qui éclate et qui va conduire Dominique Strauss-Kahn à la démission. Parce qu'à l'époque, on applique la jurisprudence Balladur. Dès qu'un ministre ou un membre du gouvernement est mis en cause, à lui demander de quitter le gouvernement.
Moi, dans un édito du Monde, je prendrais la défense de Strauss-Kahn. Non pas la défense sur le fond, sur l'affaire elle-même, mais en disant, mais c'est quand même une pièce maîtresse du gouvernement, c'est une gestion brillante, c'est quelqu'un au fond, dont nous avons besoin, etc. Et donc, Edoui me fait répondre dans les colonnes du Monde par certains de ses amis, j'allais dire d'une mouvance officiellement trotskiste, et qui s'indigneront de mon éditorial dans les colonnes du Monde. Et je pense que Dominique de Villepin continuera après son travail de sape entre Edoui Plenel et moi-même, mais il avait commencé par un travail de sape vis-à-vis du gouvernement de Lionel Jospin. Elle était fausse, cette affaire ficelée livrée par Villepin ? Alors, l'affaire n'était pas fausse, parce qu'il y avait un problème de l'AMNEF, et d'ailleurs, petit à petit, ça va conduire d'ailleurs à la dissolution de cette institution, qui était encore une fois très liée au Parti socialiste, mais elle était fausse concernant DSK. C'est-à-dire que DSK n'avait pas une responsabilité particulière dans une affaire qui était, elle, une affaire réelle, et c'est ce que l'enquête du Monde, ensuite, a pu démontrer. Et moi, j'avais refusé qu'on y prête la main. C'était pas une enquête du Monde, c'était une enquête préparée par Dominique de Villepin et livrée à la presse. Voilà. Et donc ça, il faut savoir aussi que ça existe dans la vie politique et que ça existe plus souvent qu'on ne le croit. Bon, est-ce que malgré tout, il y a quelque chose de positif à garder de ce premier septennat de Jacques Chirac ? Est-ce qu'il y a eu des bonnes mesures ? Ce qui restera au fond de Jacques Chirac dans cette première phase de son parcours présidentiel, puisqu'ensuite il y aura un deuxième épisode, c'est la fin du service militaire. C'est le fait qu'on soit passé à l'armée de métier. On se dit, c'est d'un trait de plume Jacques Chirac, parce que les armées pensaient que c'était devenu trop difficile à financer, trop difficile à mettre en place, que c'était un poids sur une armée qui n'était plus configurée comme cela, qui était une armée plutôt tournée vers des interventions extérieures, notamment en Afrique. Mais il faut bien se rendre compte de ce que c'est la conscription en France. C'est quand même Valmy, c'est la naissance de la République, c'est la nation en armes face aux envahisseurs extérieurs, et c'est un épisode qu'ont connu chaque génération. Chaque génération de Français, depuis cette époque, devait avoir en tête et raisonner avec la conscription, avec le service militaire. Et il faut attendre 1962, la fin de la guerre d'Algérie, pour que ces générations ne soient plus à la guerre. On préparait une génération pour la guerre. Et ça depuis une éternité, depuis entre autres accentué par le moment révolutionnaire. Et donc on met fin à cela, Jacques Chirac met fin à cela, donc c'est quand même une libération incroyable. Les générations suivantes ont cessé de penser qu'avant toute chose, il leur faudrait en passer par le service militaire et il leur faudrait faire la guerre. C'est pas quelque chose d'anodin. Et ça, c'est le mérite de Jacques Chirac. Ces années-là sont quand même des belles années pour la France, et pas seulement parce qu'on gagne la Coupe du Monde en 98. La France se porte plutôt bien, et pourtant, viendra le 21 avril 2002. Ça, on en parlera dans la 3e saison de notre podcast, Jean-Marie. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène Decommer. Présentation, Hélène Decommer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.